Quitter la ville pour la campagne, une idée saugrenue il y a quelques années. Pourtant, aujourd'hui, elle semble se répandre comme une traînée de poudre dans un contexte de pandémie mondiale et de confinement sans balcon. L'hégémonie citadine, sa densité, ses nuisances sonores et odorantes, ses loyers exorbitants battent de l'aile. À la sortie du confinement, 46% des Parisiens souhaitaient quitter la capitale. Quelques mois après, qu'en est-il? L'exode urbain, mythe ou réalité? C'est le thème de notre premier podcast. Bonne écoute. Seaways, le podcast. Les Français vont être beaucoup plus sensibles à la provenance des mais produits. également des tendances court terme qui ont trait à des sujets automobiles. Certaines marques plutôt premium, luxe, se sont adaptées. Et D'entrée, vous allez le voir, la dynamique des marchés automobiles avec celle du contexte. Seaways, ça s'écrit C-W-A-Y-S. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre podcast cette semaine qui sera donc dédié à l'exode urbain. Durant le confinement, on a vu beaucoup de personnes se diriger vers les campagnes. Alors, on va voir si cette tendance est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Avec nos invités aujourd'hui, nous avons Aurore. Bonjour Aurore. Bonjour Greg. Aurore Thibault, qui est donc la cofondatrice de Laou. Laou, c'est une plateforme qui permet à des candidats de trouver des emplois en région, donc des candidats qui sont aujourd'hui dans des zones denses, dans des grandes agglomérations, de trouver des emplois dans des zones moins denses. Elle nous racontera un petit peu comment elle vit cette période particulière. Et nous avons Jade Beyoum. Bonjour Jade. Bonjour Grégoire. Jade, tu es économiste et statisticien chez Seaways et tu vas nous en dire plus sur cette nouvelle tendance de l'exode urbain. Alors Jade, est-ce que déjà tu peux nous donner quelques chiffres avec les données que nous avons aujourd'hui sur cette tendance, comment elle se caractérise et est-ce qu'elle est est-ce qu'elle s'observe réellement depuis le déconfinement? Donc, ce qu'on observe principalement depuis le déconfinement, c'est une vraie augmentation des recherches sur Internet et de l'intérêt sur Internet pour les logements en zone rurale. C'est ça qui est très très fort. On n'a pas encore de chiffres sur les ventes, mais donc à Seaways, on a un outil qui s'appelle Next Trends qui nous permet d'aspirer la popularité en ligne de certains concepts. Et par exemple, sur le concept maison-campagne, si on prend les mois de mai à août 2020 et qu'on les compare au mois de mai à août 2019, on a 45% d'intérêt en plus pour ce concept. Donc les gens sont vraiment intéressés par cette idée d'avoir une maison à la campagne, beaucoup plus qu'avant. D'accord. Donc les chiffres semblent effectivement corroborer cette tendance-là, parce que ce que tu nous donnes comme chiffre, c'est assez impressionnant. Alors on va voir un petit peu dans les faits, puisque toi Aurore, tu reçois ces candidats à l'exode urbain, comme on l'appelle aujourd'hui. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ce qu'ils ont un petit peu en tête, et puis nous présenter aussi Laou, comment vous vous positionnez par rapport à ces citadins qui sont en recherche d'espace? Oui, merci à tous les deux pour ces premiers éléments. Moi, je suis cofondatrice de Laou. Laou.fr, comme tu l'as dit, est une plateforme qui met en relation des candidats qui souhaitent déménager et changer de job pour aller vers une ville plus petite. Donc, typiquement, un Parisien qui souhaite aller vers Toulouse, Bordeaux, Limoges, Clermont-Ferrand, Rennes, Brest, etc. On va le mettre en relation avec une entreprise ou plusieurs entreprises qui sont dans ces villes-là, qui correspondent en fait à la qualité de vie à laquelle il aspire. Nous avons beaucoup de candidats, essentiellement dans la tech, dans l'IT. C'est la spécialité de Laou, c'est de travailler sur tous les profils développeurs & co qui sont spécialisés dans l'IT. Et donc, nos clients, ce sont les entreprises en province. Donc, pendant cette période, après le confinement, on a vraiment observé exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les candidats, à la fois, étaient plus nombreux après le confinement. Pendant le confinement, je crois que tout le monde était sonné. Donc, ils étaient plus nombreux qu'en mai et juin de l'année dernière, y compris en juillet aussi. Donc, sur les 3 mois de sortie du confinement, on a eu une augmentation du nombre de candidats qui se sont inscrits sur la plateforme et qui ont pris rendez-vous avec nous. Et au-delà de cette augmentation quantitative, beaucoup de candidats qui nous contactaient avant pour aller vers d'autres métropoles, qui quittaient Paris par exemple pour aller vers d'autres métropoles, aujourd'hui se montrent plus ouverts. C'est-à-dire qu'ils se montrent plus ouverts à une ville qu'on appelle une ville, soit une métropole de taille moyenne, à peu près entre 100 000 et 200 000 habitants, soit carrément une plus petite ville où ce que on va pouvoir appeler la campagne, la ruralité, sachant que la vraie ruralité, c'est vraiment des villages. Donc, quand on veut trouver un job, on va plutôt se tourner vers quand même une ville
d'au moins 40-50 000 habitants dans ces métiers-là. Mais on voit une ouverture d'esprit beaucoup plus forte à des villes plus petites, parce que je crois que ce qu'ont compris les urbains, c'est que ce n'était pas possible de concilier une grande surface dans une très grande métropole. C'était pas possible de concilier les deux, quoi. D'être en centre-ville d'une grande métropole qui a beaucoup de culture et pouvoir aller au boulot à pied, par exemple, ça, ce n'est pas concevable dans une grande métropole, tout en ayant une grande surface d'appartements et de logements, ce qui a manqué vraiment aux Franciliens, notamment pendant le confinement, c'est vraiment une plus grande surface de logement. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils recherchent comme critère? Donc, ils recherchent de la surface. Après, qu'est-ce qu'ils te demandent concernant les emplois? Est-ce qu'ils demandent du télétravail? Dans la qualité de vie, effectivement, tu parlais de la culture. Quels sont les critères vraiment qu'ils te mettent en avant dans leur recherche? Le premier critère, c'est la surface du logement et c'est le fait d'avoir un extérieur, si possible un jardin, devant tous les autres. Après, les questions qui sont importantes pour les candidats, c'est combien je vais gagner quand je pars en province? Donc là, il y a des données aussi importantes sur les différences de salaire entre Paris et la province. Et nous, par ailleurs, on a créé une calculatrice de différence de coût de la vie entre Paris et province qui est accessible sur notre site. Et donc ça, c'est une vraie question. Effectivement, il y a une baisse de salaire quand on part en province, mais il n'y a pas forcément une baisse de pouvoir d'achat, bien sûr. Oui, parce qu'il y a le niveau de vie qui baisse aussi. Donc finalement, ils s'y retrouvent. C'est ça que tu leur dis. Exactement. Voilà. Grosso modo, à Paris, les prix sont entre 5-6 000, on va dire en petite couronne, et 10 000. À Paris, 10 ou 11 000. En province, vous avez des villes très dynamiques culturellement, historiquement, économiquement, qui ont des prix de l'immobilier entre 1 500 et 3 000, 3 500 euros le mètre carré. Ça, c'est tout à fait possible avec une ville de 100 000 à 200, 250 000 habitants. Donc là, on arrive dans une ville où il y a de la dynamique économique et culturelle, des restaurants, des bars, des endroits où sortir. Et en même temps, on peut avoir un appartement 2 à 3 fois plus grand pour le même prix ou une maison avec jardin en proche banlieue, voire en centre-ville dans certaines villes. D'accord. Ça, c'est les deux critères, les deux questions les principales. D'accord. Et les profils justement de ces candidats, est-ce que c'est des candidats qui sont vraiment au début de carrière, qui sont assez flexibles, célibataires, etc. Ou est-ce que tu as aussi des familles qui peuvent être en milieu de carrière et qui font donc des choix assez importants pour leur famille et leur carrière? On a les deux. On a à la fois des célibataires jeunes, mais c'est vrai que notre cœur de cible, c'est quand même plutôt le couple de 28 à 40-45 ans qui a éventuellement un enfant ou deux et là qui est devant une problématique d'accession à la propriété qui est très importante. D'accord. Ok. Jade, est-ce que tu penses que le phénomène qu'on vient de confirmer là sur ces dernières discussions, est-ce que c'est un phénomène qui est complètement nouveau ou est-ce que sur ces dernières années, il y avait déjà finalement cet aspect-là de quitter les très grandes métropoles pour aller plutôt sur des plus petites villes, voire sur de la ruralité? Alors, on va dire que ce phénomène existait déjà. On observait en fait on a observé lors des 10 dernières années que ce qu'on appelle les papy boomers, c'est-à-dire les enfants du baby boom qui sont partis à la retraite, se sont dirigés vers la mer et vers la campagne et surtout le soleil au sud. C'est-à-dire qu'on a une migration qui partait du nord-est de la France vers principalement le sud-ouest, le sud et tout le littoral atlantique. Donc ces 10 dernières années, c'est comme ça que la France s'est repeuplée, principalement. On sait que la ville de Paris aussi perdait des habitants, donc on avait de plus en plus de gens peut-être qui allaient en zone périurbaine. Mais la différence aujourd'hui, c'est probablement la suivante, c'est que ce n'est pas la même population qui a envie de bouger. Comme le disait très bien Aurore, maintenant c'est plutôt des familles peut-être en milieu de carrière, alors qu'avant c'était des gens qui arrivaient à la retraite. Toi, Aurore, dans les entreprises et les candidats que tu accompagnes, quelles sont un petit peu les régions dynamiques, les entreprises qui te sollicitent, elles sont situées où? Et finalement, quelles sont on va dire que les zones un petit peu qu'on n'a pas forcément en tête aujourd'hui, mais que toi, tu vois arriver comme des zones assez attractives? Les zones attractives dans la tech, historiquement, les zones attractives dans la tech,
c'est effectivement la Côte d'Azur, PACA avec Sophia Antipolis un petit peu, surtout Auvergne-Rhône-Alpes avec la présence de Lyon, Saint-Étienne, Clermont qui sont 3 villes où les écosystèmes tech sont assez dynamiques, Grenoble également. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup Nantes et toute la Bretagne, donc la Bretagne un petit peu élargie, qui sont très dynamiques dans la tech et dans les TIC depuis toujours en fait. Donc ça, c'est historique. Bordeaux s'est beaucoup développé avec aussi la mobilité de startups qui sont venues s'installer à Bordeaux. Donc la tech s'est beaucoup développée à Bordeaux ces dernières années, mais c'est assez récent. Donc là, pour le coup, il y a vraiment besoin de main-d'œuvre à Bordeaux, mais il y a beaucoup de gens qui veulent y aller, donc la concurrence, elle est assez rude. Et puis, en termes de zones alors sur lesquelles le confinement a généré un gros changement, il y a Toulouse, évidemment, parce que Toulouse était une ville très attractive au niveau tech. Mais avec les problématiques dans l'aéronautique, aujourd'hui, on assiste plutôt à un marché qui est en train de se renverser sur Toulouse. Il y avait déjà beaucoup d'ingénieurs, donc là, il va y en avoir encore plus qui vont être sans mission. Donc, le marché, pendant 1 an ou 2, à Toulouse, va être peut-être un petit peu plus difficile sur le côté de l'emploi pour les salariés. Et puis, moi, je vois émerger effectivement de plus en plus les villes du centre, je dirais Tours, Angers, Limoges, Clermont, Dijon, toutes ces villes-là, en fait, elles ont des écosystèmes assez, en train de monter. Elles ont généralement des écosystèmes économiques régionaux avec des vraies identités, avec des vraies spécialités. Et du coup, comme tout le monde a besoin de techos, par exemple, c'est des écosystèmes qui montent. Voilà. Et puis évidemment, le Nord a toujours été très dynamique et ça s'arrête pas. Donc voilà. D'accord. Très intéressant. Dernière question pour ceux qui nous écoutent, doivent se poser des questions sur l'impact pour leur réseau de distribution, pour les produits et services qu'ils souhaitent proposer demain, sachant que leurs clientèles vont être peut-être à des endroits différents et vont peut-être avoir des attentes différentes de par l'évolution de la qualité de vie. Quel impact, toi, tu vois sur justement les écosystèmes locaux? Je ne sais pas si tu as des discussions, j'imagine, avec les villes, avec les agglomérations, comment elles perçoivent l'arrivée de ces nouveaux migrants, on pourrait dire, qui sont arrivés de la pandémie notamment. Est-ce qu'ils le perçoivent positivement? Et si oui, qu'est-ce que ça va renforcer dans le tissu économique local en priorité selon vous? Je pense que toutes les villes de plus de 50 000 habitants et au-delà et les métropoles voient l'arrivée de talents comme quelque chose de positif. Ça, c'est clair. Je dirais qu'il y a une exception aujourd'hui en France où l'aménagement du territoire pose vraiment question par rapport à la démographie, c'est Bordeaux, où là, les collectivités locales, sans le dire, pensent qu'il faudrait que ça s'arrête un jour parce que l'urbanisation presque terrifiante. Enfin, l'urbanisation est immense à Bordeaux, elle est très importante et c'est vrai que les pouvoirs publics commencent à s'en inquiéter et puis surtout les Bordelais s'en inquiètent eux-mêmes. Donc ça, c'est vrai que ça vient dénaturer la ville. Donc là, pour le coup, la migration très forte des Parisiens à Bordeaux, elle a changé la vie des Bordelais, elle a changé les politiques publiques. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, les collectivités locales, hormis Bordeaux, elles sont quand même très contentes de voir que leur territoire est attractif, qu'il peut l'être encore plus et que des talents ont envie de venir s'y installer. Évidemment, une personne, un élu, il a envie que cette personne, elle consomme sur place. Il a envie que ce talent, il s'installe vraiment, qu'il mette ses enfants dans l'école, etc. Donc, je pense que ces élus, ils attendent de voir si ce sont des relations durables ou si c'est juste pour acheter une maison et y venir 3 semaines au fin fond de la Creuse pendant le mois d'août. C'est pas du tout la même démarche. Je pense que les élus seront très heureux de voir des gens s'installer si c'est dans une démarche d'installation pérenne et non pas résidentielle pour avoir une maison secondaire dans un joli coin. Voilà. D'accord. Jeanne, ce qu'Aurore nous dit aussi, c'est qu'évidemment, on n'est pas uniquement dans l'achat de la résidence secondaire pour avoir un peu plus d'espace dans le cadre d'un futur confinement, que c'est vraiment des projets long terme. Quel impact on peut estimer que ça va avoir au niveau économique pour tous ces acteurs-là qui aujourd'hui étaient face à un marché qui est quand même assez centralisé sur Paris, de voir que finalement, il va devenir aussi dispersé sur le territoire? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit rapide et intense? Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce soit rapide? Ça risque d'être compliqué maintenant pour plusieurs raisons. La première, je dirais, c'est qu'on reste en crise économique. C'est-à-dire que même si la tech est un secteur qui continue à recruter, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent moins qu'avant. Donc, pour les gens qui ne travaillent pas dans les secteurs de la tech, ça va être plus difficile de bouger à court terme. Y compris dans des régions, puisque par exemple l'aéronautique qui est très touchée, c'est plutôt pour la zone de Toulouse, par exemple. Exactement.
Donc ça va rendre cette chose-là plus difficile. Et de façon générale, malgré tout, ce genre de migration prend du temps. Il faut construire des infrastructures. Les entreprises mettent du temps à se développer. Il y a une certaine inertie économique qui existe avec des clients qui connaissent certaines entreprises qui vont pas forcément aller à la concurrence. Maintenant, qu'est-ce que ça peut changer pour les acteurs, en tout cas pour les entreprises françaises et l'économie française? Ça peut changer énormément de choses. Si on développe par exemple des pôles économiques en dehors de la capitale, on va pouvoir faire baisser beaucoup de coûts. Parce que le coût du logement est plus faible, le coût des transports est plus faible, énormément de coûts sont plus bas. Et en fait, quelque chose que la France n'a peut-être pas réussi depuis des années, c'est-à-dire vraiment décentraliser, va peut-être se passer comme ça. Et ça va permettre peut-être de rendre notre économie plus efficace à terme et d'ailleurs rentabiliser un investissement énorme qui a été fait en France sur un réseau de transport qui est de très grande qualité. Très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Vous pouvez tous nous retrouver sur notre fil LinkedIn. N'hésitez pas à commenter le podcast, à le relayer et à poser vos questions qu'on transmettra évidemment à Aurore et aux équipes de Seaways pour y répondre. Vous pouvez tout à fait de façon interactive nous solliciter sur le sujet et on vous donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Merci beaucoup Aurore et à très vite. Merci Seaways, merci à tous les deux.